Eh bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux avec Philippe Narassiguin de vous retrouver de nouveau pour ce webinaire numéro 4 consacré à la création monétaire. Donc cette semaine a été consacrée à la création monétaire. Philippe Narassiguin, ça s'est passé comme vous le souhaitiez. Les retours, les interactions avec les participants ont été très intéressants. Comment avez-vous perçu cette semaine? Alors d'abord, bonjour Christophe Porlier. Cette semaine, vraiment, ça a été, là encore, une semaine tout à fait positive, de par la participation des personnes inscrites sur les forums, de par les nouveaux inscrits, des personnes qui s'inscrivent tous les jours, qui continuent à s'inscrire, bien que le cours ait débuté le 1er octobre. Et donc beaucoup de retours positifs aussi, beaucoup de personnes qui apprécient la pédagogie du cours. Donc je suis, à titre personnel, bien sûr, très content. Et je crois que les personnes sont contentes aussi de voir qu'il y a des réponses qui sont données sur les forums. Et par la suite, un webinaire qui permet d'aller encore plus loin par rapport au cours, qui est donné, qui est débloqué chaque semaine. Voilà ce que je pourrais dire, Christophe. Très bien, merci Philippe. Alors cette première semaine, non, cette quatrième semaine, hein, cette quatrième partie consacrée à la création monétaire, effectivement, était, eh bien, on rentre dans le vif du sujet, hein. La création monétaire, c'est quand même un concept qui est assez abstrait, et donc on y reviendra tout au long de ce webinaire. Vous êtes actuellement 7398 inscrits exactement, donc pas loin des 7400. Donc beaucoup de personnes se sont inscrites depuis le début du cours. Nous vous encourageons à revoir, nous vous encourageons, pardon, à revoir l'ensemble des parties les unes après les autres. Philippe Narassiguin a conçu le cours de façon très progressive et il est nécessaire de passer chaque étape, de vous approprier les concepts. Il le rappelle souvent d'ailleurs, les définitions, n'oubliez pas de C'est vrai. mémoriser les définitions, ça c'est un peu sa marque de fabrique au niveau pédagogique. La clarification des concepts aussi. Prenez le temps de vous approprier cela et n'hésitez pas surtout à poser des questions précises sur les forums. Vous pouvez consulter pour les personnes qui ont démarré il y a peu de temps le cours, consulter les forums, puisque beaucoup de réponses ont déjà été apportées sur les forums. Vous avez vu aussi quelques erratums donc, qui sont précisés sur les chapitres de cette semaine. Donc, ils sont précisés maintenant sur la plateforme pédagogique pour les personnes qui n'auraient pas eu encore le temps de voir le cours. Voilà, cela étant dit, Philippe, ce webinaire a vocation à revenir sur ce concept de création monétaire. Donc la semaine a été consacrée donc, en trois parties, hein, Tout à cette fait. création monétaire, les sources de la création monétaire, la création monétaire nette des agents économiques, et puis les limites de la création monétaire du côté des demandeurs et des offreurs de crédit. Alors, ce point de la création monétaire, finalement, est un concept qui est assez abstrait, parce que créer de la monnaie, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des pièces en métal? Ça veut dire quoi exactement? Je veux dire, finalement, c'est presque ésotérique, Philippe Narassiguin. Oui, alors donc j'ai effectivement fait une partie consacrée à la création monétaire et donner des exemples précis, comme vous le savez, parce que je crois que vous regardez quand même le cours. Vous m'avez filmé, Christophe, donc vous savez de quoi je parle. Mais si vous posez la question, c'est intéressant parce que souvent les gens disent bah, si on crée de la monnaie, c'est que nous pouvons émettre nous-mêmes les billets, ou il y a des billets qui tombent du ciel, ou des pièces de monnaie, par exemple, hein, selon une conception, disons, ancienne de l'économie. Maintenant, la conception a un peu changé au niveau de la création monétaire, justement. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, parce qu'on est en webinaire, c'est de rappeler quelles sont les sources de la création monétaire, parce qu'à la création monétaire est associé le thème de destruction monétaire. On crée de la monnaie, mais également on en détruit. Je vais être très simple. Quand on crée de la monnaie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les agents économiques, que nous soyons ménages ou entreprises, nous avons un accroissement de monnaie. C'est ça en fait la création monétaire. Et puis il y a deux définitions que j'ai données en disant, si j'ai bonne mémoire, que la création monétaire repose sur l'acquisition et la monétisation d'actifs non monétaires, par les banques par exemple. Et puis j'ai aussi dit que monétiser des actifs non monétaires, c'est transformer en monnaie des opérations qui portent sur des biens réels. Donc, premièrement, je rappelle
créer de la monnaie, c'est que nous puissions avoir, lorsque la monnaie est créée, plus d'argent sur notre compte. Simplifions les choses. Alors, vous parlez d'actifs non monétaires. Vous pourriez repréciser Alors, ce terme, c'est justement, peut-être pas clair pour tout le monde. Tout Ça. à fait. Alors, c'est quoi un actif non monétaire? Un actif non monétaire, c'est tout ce qui n'est pas de la monnaie. Et on va revenir justement à cette question de création monétaire à travers les exemples que j'ai donnés déjà en cours et que je vais réexpliquer notamment aux personnes qui prennent en compte en cours de route ce MOOC. Ce MOOC. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, entre le moment, avant le 1er octobre, nous avions déjà dépassé les 6000 inscrits. Aujourd'hui, nous sommes à 7400. Et il y a eu donc pratiquement 1400 personnes de plus par rapport au début. Et pour que les gens ne soient pas trop en retard, donc je vais déjà parler des sources, en quelque sorte, de cette création monétaire qui nous permet à nous, agents économiques, d'avoir plus de cash, plus d'argent sur nos comptes en banque, que nous soyons des individus, donc des ménages, ou des entreprises. Alors, je rappelle que la première source de la création monétaire, quand on parle de création monétaire, j'ai du mal à... Voilà, ça marche. C'est bon, ça marche. Voilà, c'est bon, la ça tablette, marche. normalement, est à votre disposition. Voilà. La première source de la création monétaire, c'est le crédit bancaire. Le crédit bancaire. Très bien. Donc, le prêt bancaire que chacun connaît. Le prêt bancaire. Hein. Lorsque vous allez à la banque faire un emprunt pour acheter des meubles, pour acheter une voiture, pour acheter un bien d'équipement, vous demandez un certain montant, bien sûr nous sommes en euros, donc d'argent à la banque. Si vous demandez un montant de 20 000 euros, lorsque la banque aura validé votre dossier, vous aurez sur votre compte 20 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet acte de crédit vous a permis d'avoir sur votre dépôt plus d'argent qu'auparavant. Pourquoi on dit monétiser un actif non monétaire? C'est de transformer en monnaie. La monnaie va permettre d'acheter cet actif non monétaire, qui est par exemple, que sont les meubles, la voiture, un bien immobilier. Très bien. Et donc c'est la monnaie qui permet justement d'acquérir un actif qui n'est pas monétaire. C'est pour ça qu'on dit monétiser des actifs non monétaires. Je pense que ça, c'est beaucoup plus clair. Voilà, tout à fait. Effectivement, pour tout le monde. Donc, ça, c'est l'acte de créer de la monnaie. Quand on crée de la monnaie, c'est-à-dire quand on a plus d'argent sur notre compte, bien évidemment, que demande le banquier? Le banquier, lorsqu'il va valider votre dossier, pourquoi il va le valider? Parce que vous êtes solvable, tout simplement. Et parce que vous pouvez rembourser le crédit. Et donc, il y a une différence de temporalité entre le fait de créer de la monnaie, en une seule fois, vous avez 20 000 euros sur votre compte en banque, et le fait de rembourser le crédit qui se fait dans le temps. Si c'est par exemple sur 5 ans, mettons que vous remboursiez tous les mois 600 euros, capital plus intérêt, votre compte sera débité de 600 euros chaque mois. D'accord? Donc je vais prendre 20 000 euros. Vous avez l'argent tout de suite sur votre compte. Donc il y a un accroissement monétaire. On parle d'accroissement de la masse monétaire. Un accroissement de la masse monétaire, donc une création de monnaie. Par contre, tous les mois, il faudra, bien sûr, payer 600 euros, moins 1, 2, 3, etc. par mois, capital plus intérêt. Donc le remboursement se fait sur le long terme. Et cette monnaie qui a été créée va être détruite. C'est ça la destruction de monnaie. Mais cette destruction de monnaie va prendre beaucoup de temps. Vous l'avez eu tout de suite. La destruction de monnaie, c'est-à-dire le remboursement, va prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça dépend évidemment de l'échéance négociée avec votre banquier. Et donc, il y a une différence de temporalité entre le fait d'avoir de l'argent tout de suite, une création monétaire instantanée, et le fait de rembourser cette monnaie dans le temps. Voilà ce qu'on peut dire déjà sur la première source
de la création monétaire. Est-ce que c'est clair pour... Oui, c'est clair, Philippe Nrassiguin. La question des actifs non monétaires, finalement, cette création de monnaie est la contrepartie de cet actif non monétaire qui, lui, va rester. Tout à fait, Il existe physiquement. tout à fait. Alors que cette monnaie, c'est une monnaie, c'est complètement abstrait, c'est complètement virtuel. On peut dire que la contrepartie, c'est l'existence de cet objet matériel. Tout à fait. On ne peut pas créer de la monnaie, justement, sans existence de biens matériels, que ce soit des biens immobiliers ou que ce soit des biens de consommation ou d'équipement pour les ménages et pour les entreprises. Sinon, on aurait quoi? On aurait une hyperinflation. Imaginez que, que les banques auraient la possibilité de créer de la monnaie de façon infinie. À ce moment-là, tout le monde dépenserait, mais comme il y a une production qui est contrainte sur le marché, qui est plafonnée bien évidemment par définition même, les gens dépenseraient et les prix monteraient parce qu'ils auraient évidemment tellement de cash que cela créerait donc une hyperinflation. D'accord? Donc évidemment, à chaque crédit, à chaque accroissement monétaire, doit correspondre un bien que l'on acquiert, tout simplement. C'est ça. Voilà. Et dont la valeur se déprécie d'ailleurs. Et finalement, le remboursement ou la destruction monétaire en correspond à une dévaluation, une perte de valeur sur le bien ou l'actif. Pas du tout. Non. Pas du tout. Le bien, il peut s'apprécier. Prenez le cas d'un bien immobilier qui, lui, si vous êtes dans un endroit, dans un quartier bien situé, si la demande est forte, un bien que vous avez acheté, je crois qu'on avait fait un point là-dessus sur le premier webinaire sur les coefficients d'érosion monétaire. Oui, absolument. Donc un bien peut s'apprécier, un bien immobilier. Mais un bien immobilier, par exemple, peut aussi se déprécier si le quartier dans lequel vous vivez perd de la valeur, qu'il n'y a plus les facilités qu'on avait avant. Si l'ambiance, l'atmosphère se détériore, évidemment, les gens sont vendeurs et donc le prix des appartements ou des maisons sur ce marché, les prix donc vont s'effondrer ou vont diminuer de façon importante. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Finalement, on peut pas faire de rapprochement entre la valeur d'un bien ou la valeur d'un actif non monétaire et puis la création ou la destruction de monnaie. C'est vrai que ce concept de destruction monétaire, de la même façon, est assez abstrait. C'est ce remboursement, finalement, au fil de l'eau dans le temps, qui va faire que, à un moment donné, on va revenir à une situation d'équilibre. D'équilibre à peu près de zéro, parce qu'il y a des intérêts en plus. Donc les fameux intérêts dont on parlera tout à l'heure, je pense. À peu près équilibré. La deuxième source, effectivement, c'est pour ça qu'il y a eu de nombreux commentaires sur les forums. Et je suis content, ça veut dire que là, on est rentré vraiment dans le vif du sujet et que les gens comprennent des choses qui sont complexes par définition. Et comment rendre les choses faciles? C'est de dire aux personnes qui écoutent, aux personnes qui suivent le cours en premier lieu, mais même aux personnes qui, à travers le webinaire, nous écoutent, de leur dire, voilà comment ça fonctionne réellement l'économie. Je prends le deuxième exemple de la création monétaire. C'est une exportation. Exportation, on va prendre le cas d'un agriculteur français. Exportation, pardon. Qui exporte du vin pour un montant égal à 100 000 $ facturés donc aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il va exporter son vin, il va recevoir de son client américain, qui est par exemple basé à New York, 100 000 $. On ne va pas compliquer les choses. On va dire simplement que 1 $ est égal à 1 €. Lorsque dans 3 mois, parce que souvent il y a des crédits fournisseurs, on vous donne le temps de payer, d'autant plus que quand c'est une exportation, c'est relativement loin. Lorsque dans 3 mois ou dans 2 mois, cet agriculteur français, ce viticulteur plus exactement, il est payé, à ce moment-là, il va recevoir, sa banque va recevoir sur un compte en devise les 100 000 $ qu'elle va convertir en euros auprès de la Banque centrale, auprès de la Banque de France, qui évidemment qui gère les réserves de change. Et donc, vous aurez, puisqu'on a fait 1 pour 1, vous aurez 100 000 €. Est-ce qu'il y a eu création monétaire? Ben oui, qu'il y a eu création monétaire. Quel était l'actif non monétaire qui a été monétisé? Ben, ce sont les caisses de vin. S'il y a eu, par exemple, je ne sais pas, 200 caisses de vin, ou 500 caisses, peu importe le prix aussi, bien sûr, du vin, ce sont les caisses de vin, c'est le bien matériel qu'on a transformé en monnaie.
D'accord. Donc un bien matériel, vous voyez qu'un bien matériel, ce n'est pas seulement un bien immobilier, d'équipement, de consommation. Non, ça peut être aussi une exportation qui crée de la monnaie. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que sur le compte de l'exportateur, de ce viticulteur, il aura un accroissement de monnaie, de cash, de 100 000 euros, avec lequel, bien sûr, l'argent qui permettra de tirer un bénéfice, mais aussi de payer toutes les charges de son entreprise. D'accord? Maintenant, venons-en à l'opération qui détruit de la monnaie. Lorsqu'on parle d'exportation, on parle aussi d'importation, bien évidemment. Si moi je suis un importateur, et si j'importe pour un montant de 50 000 $, par exemple, de matériel informatique, je mets USD pour dollars. Si j'importe 50 000 $, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, on prend toujours le cas où 1 euro est égal à 1 $, pour ne pas rentrer dans la complexité des taux de change, parce que là, je n'ai pas ma calculatrice, et puis on perdrait beaucoup de temps finalement. Absolument, on va faire simple. Mon compte bancaire, mon compte à moi, c'est ça qui est important. Mon compte, si je suis importateur, moi, Philippe, je suis importateur. Donc, mon compte bancaire, et c'est pour ça que j'écris en toutes lettres mon compte bancaire, parce que c'est moi qui suis l'importateur. Il va être débité de moins 50 000 euros. Donc, la masse monétaire, dans l'économie française, si je suis en France, aura diminué à ce moment-là de 50 000 euros. C'est pour ça que sur le plan macroéconomique, je fais juste une parenthèse sur le plan macroéconomique, il est important d'avoir une balance des biens et des services structurellement excédentaires. Parce que là, vraiment, structurellement excédentaire. Un peu comme l'Allemagne, la Tchéquie, tous les pays d'Europe du Nord qui sont vraiment extrêmement performants, productifs, compétitifs à l'exportation. Parce qu'à ce moment-là, les comptes bancaires des agences économiques augmentent. Et la création globale, la richesse monétaire nette, elle est largement positive. Et n'oublions pas que, justement, cette dynamique de l'échange ou des échanges internationaux crée de la croissance économique et donc de l'emploi. Donc vous voyez que, d'abord, il faut expliquer les choses au niveau, je vais dire un gros mot, microéconomique. Quand je dis microéconomique, pourquoi un gros mot, Philippe Nanciguin? Oui, c'est un débat d'économistes, ça? Non, parce que, si vous voulez, mon idée à moi, c'est d'expliquer l'économie sans employer des mots trop abstraits pour les personnes qui nous écoutent. D'accord. Donc, on ne va pas dire macroéconomie. Je préfère dire, au lieu de dire macroéconomie, je préfère dire global, par exemple. Au lieu de dire microéconomie, on va dire, regardez les comptes bancaires. C'est une réalité microéconomique. Donc, là, les personnes comprennent. Parce que mon compte bancaire, si je suis importateur, il diminue de moins 50 000 euros. Mais revenons, 100 000 euros moins 50 000 euros, ça fait quoi? Ça fait plus de 50 000 euros pour une économie à ce moment-là. Donc, évidemment, l'accroissement monétaire net, il est positif. Et si ça se fait sur l'ensemble des importateurs et des exportateurs, au niveau global, donc vous voyez, je ne dis pas macroéconomique, j'évite ce genre de terme, au niveau global, le pays s'est enrichi parce qu'il a plus d'argent, les gens ils ont plus d'argent sur le compte. Bien sûr, les importations, on doit les faire. Il y a des importations incompressibles, et puis il y a aussi les différences de goût des gens. Il y a des pays qui ne produisent pas du vin, et puis d'autres qui en importent. On en importe, et puis voilà. D'autres parties produisent des fruits, etc. Donc, si vous voulez, les goûts, il y a les problèmes de différenciation des produits, etc., qui fait que nous sommes tous exportateurs ou importateurs. Mais l'important, c'est d'être, évidemment, exportateur net de biens et de services, c'est-à-dire avoir une balance des biens et des services structurellement excédentaire. C'est-à-dire positive. Positive, structurellement excédentaire. Il faut savoir qu'un petit pays comme la Tchéquie, par exemple, en 30 ans, la Tchéquie est arrivée à une performance industrielle considérable. Ils ont, je crois, plus de 15 milliards ils sont pas dans la zone d'euros. Donc, si on convertit la couronne tchèque en euros, 15 milliards d'euros d'excédent commercial chaque année, c'est un pays extrêmement industriel, extrêmement performant. Et donc, évidemment, la contrepartie, c'est quoi concrètement? C'est que le niveau des habitants en Tchécoslovaquie a considérablement augmenté en 30 ans.
parce qu'il y a plus de monnaie, tout simplement, sur les Plus comptes de monnaie, bancaires. est-ce que on peut lier ça à plus de croissance, plus de monnaie Oh, tout à fait, entraîne obligatoirement plus de plus de croissance? croissance. Et justement, c'est pour ça que la balance, les échanges internationaux, lorsque nous sommes compétitifs, ça ajoute à la croissance. C'est un facteur de croissance. Vous voyez. C'est pour ça que quand je dis richesse de l'économie, c'est global. Quand on dit, ben regardez, lorsqu'une balance des biens et services, elle est structurellement excédentaire sur le moyen et long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les comptes bancaires des agents économiques augmentent. Et donc, on est plus riche. Oui. Et donc, on est plus riche. Et donc, on est plus riche. Et donc, évidemment, cette dynamique de l'échange international participe complètement à la croissance économique. Est-ce que ça va? C'est clair ou pas? Pour cette deuxième source de la croissance économique, c'est-à-dire avoir une balance des services, des biens et des services structurellement excédentaires avec les phénomènes, des phénomènes on va dire microéconomiques pour le coup, des phénomènes donc concrets qui agissent directement sur les comptes des agents économiques. Très bien. Alors Philippe Narassiguin, je pense que c'est très très clair, hein. Vous avez vraiment clarifié ce concept. Pour les personnes qui nous suivent donc sur Facebook ou sur le webinaire actuellement, vous avez la possibilité bien évidemment de poser des questions. Si vous vouliez avoir des précisions sur ce qui vient d'être abordé sur ces deux premiers points de la création monétaire. Et puis nous allons donc aborder l'autre point, le point qui suit sur un autre élément pour la création monétaire, donc une autre dimension de la création monétaire. Alors, il y a d'autres dimensions dans la création monétaire. Il y a d'autres dimensions, c'est ça. Il y a une dimension sur laquelle je vais passer très vite parce que justement, la question s'est posée pour le financement monétaire des États. C'est une question très importante. Mais il y a effectivement d'autres dimensions à la création monétaire. Vous avez, bien sûr, la création monétaire au profit de l'État. Mais ça, on va en parler parce que ça n'existe plus, c'est interdit, malheureusement. Et je vais donner mon avis personnel sur cette question. Parce que ça fait référence au traité de Maastricht. Donc la création monétaire au profit de l'État, qui n'existe plus dans les pays de la zone euro. Alors vous pourriez préciser pourquoi elle n'existe plus, cette possibilité de création monétaire? Il faudrait, quand on va aborder le deuxième point, on va peut-être plus développer. On développera. On développera pas beaucoup plus. D'accord. Voilà. Au profit de l'État, c'est-à-dire que la Banque centrale fait une avance de court terme pour le Trésor public. N'oubliez pas que le Trésor public n'est pas un agent financier, c'est la personnification financière de l'État. Donc pour l'État, quand on dit l'État, il faut toujours dire égal Trésor public. Parce que c'est lui, en fait, qui représente l'État. Donc la Banque centrale, par exemple, nous, la Banque de France, ou la Bundesbank, par exemple, à l'époque, en Allemagne, ou d'autres banques centrales de pays signataires du traité de Maastricht, avaient le droit de faire des avances, comme un découvert bancaire, on va l'expliquer juste après, au Trésor public, à leur Trésor public respectif. Et bien sûr, là, on va le reprendre en détail, c'est la création monétaire par la Banque centrale. Là, par exemple, évidemment, pour nous aujourd'hui, c'est la Banque centrale européenne, au profit, bien sûr, des banques commerciales. Et là, c'est une autre forme de création monétaire à très court terme. Quand je dis très court terme, c'est maximum 3 mois. Ce sont vraiment des crédits au profit des banques. Ce sont vraiment des crédits de trésorerie de très court terme. Et qu'on appelle des crédits en monnaie centrale. Monnaie centrale, ça veut dire la monnaie prêtée par la Banque centrale, tout simplement. Et donc, ce premier point a été l'objet d'un débat important. Et c'est pour ça que les gens confondent beaucoup de choses. Ils confondent dette publique, déficit budgétaire. Toutes ces notions, mais pas seulement sur les forums, hein. Ce n'est pas par rapport au cours, mais toutes ces notions, on les manipule un peu n'importe comment. Oui, oui. Et il y a une grande confusion sur les concepts de déficit public, de déficit budgétaire. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pas pareil? Ou de dette publique, par exemple. C'est pour ça qu'il faut bien différencier les choses et les questions qui étaient posées, parce que c'est vrai que sur les forums, bon, on est là pour ça, hein. On est là pour répondre sur les forums. Enfin, l'équipe d'économistes qui est là répond très largement sur les forums. Tout à fait.
Le cours, quand il est débloqué, donc à chaque fois, ça donne lieu à beaucoup d'interventions sur les forums. Et puis nous, en webinaire, ben, on va un petit peu plus loin, on clarifie, on essaie de mettre tout ça aussi à la portée des gens. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pris le cours, mais qui, sur les réseaux sociaux, nous regardent aussi. Et découvrent peut-être que l'économie, ben, c'est passionnant. Absolument. Voilà. Absolument, c'est une découverte hein, pour beaucoup. Je pense qu'il y a dans les participants, à la fois, comme on l'a dit, on a eu l'occasion de le dire, et merci d'ailleurs aux personnes qui sont spécialistes et experts en économie de participer à l'animation de ces forums, et donc d'apporter des réponses aussi sur les forums. Hein. C'est une communauté, comme on le disait, et puis des personnes qui débutent complètement, qui découvrent Tout à fait. cette question de la monnaie, et puis bah, de tout ce qu'il peut y avoir derrière, et c'est absolument passionnant. Oui. Alors, quand je dis, c'est pas seulement sur les forums, quand je parle des personnes qui nous découvrent, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui découvrent pour la première fois que finalement, ben, l'économie doit être mise à la portée de tout le monde et non pas rester une science ou une matière entre initiés avec un langage incompréhensible. Donc voilà. Oui, c'est l'explication finalement de ce qu'on observe au quotidien Tout dans à la fait. vie de tous les jours, hein, les échanges, Tout à fait. la production de biens, de services, La monnaie. la monnaie, etc. Tout Bon, à je fait. dirais sur des choses qui sont à démystifier finalement. À Il démystifier. faut arriver à comprendre, pour comprendre les mécanismes, même quelquefois des choix qui peuvent être faits au niveau gouvernemental, par exemple, avec un peu de culture économique, on peut mieux comprendre, et on y reviendra tout à l'heure. On ferait moins d'erreurs si, Après, s'il il y y a avait des plus de débats, culture, hein, il y a des il y débats a- quand même entre s'il y avait économistes. plus Tout le de monde n'est culture pas économique, forcément... s'il y avait plus de culture économique dans notre pays notamment, je pense qu'on ferait quand même moins d'erreurs. Mais enfin bon. Après ça, il y a des débats. Tous les économistes ne sont pas d'accord, mais on ne rentrera pas dans des débats de spécialistes. Non, Il y a mais des tendances, il y a des courants quand même. non, non, ça c'était encore un mythe en disant, bon, le problème c'est que les économistes qui parlent sur les médias, ce sont des économistes, enfin les économistes on les entend en fait jamais, d'accord? Parce qu'ils sont dans les universités, ils font des recherches, ils font des bouquins, ils font des publications, etc. Et malheureusement, contrairement à d'autres pays, notamment anglo-saxons, la science économique n'est pas mise à la portée du grand public. On est plus, chez nous en tout cas en France, dans des débats idéologiques, mais pas dans les débats d'analyse économique. Et avant de faire un débat, moi je suis pour que les gens fassent des débats. Et ce genre de webinaire permettra justement aux gens de mieux débattre, d'avoir les concepts clés. Tout à l'heure, j'ai parlé de confusion, mais les confusions, mais on les voit dans les journaux. On mélange les termes déficit public, dette publique, déficit budgétaire, enfin, vous voyez, donc on mélange tout ça. D'où la nécessité, pour revenir sur cette partie des renseignements universitaires, hein, de comprendre les concepts, de saisir, de mémoriser ces fameuses définitions. Hein. Vous insistez à longueur de MOOC hein, sur cette nécessité absolument de comprendre et de mémoriser ces définitions pour construire ensuite cette capacité à comprendre. Hein. On va rentrer hein, dans ce MOOC petit à petit de plus en plus en profondeur hein, sur cette discipline passionnante. Mais évidemment, il faut construire sur la base, hein, construire petit à petit, brique par brique, avec les concepts clés. Donc, sur cette création monétaire, voilà. Donc, je pense qu'on a... Est-ce qu'on a fait le tour sur la... Alors justement, on va voir plus justement cette question qui est posée sur les forums de financement monétaire des États, de ce qu'on appelle évidemment la planche à billets. Je ne sais pas si... Ah, la fameuse planche à billets. Voilà, j'avais une petite question, moi, qui m'interrogeait, parce que il y a une partie de votre cours qui porte sur l'analyse microéconomique ou sur la partie macroéconomique de la création monétaire nette. Oui. Ça, c'est un point important, puisqu'en microéconomie, vous expliquez que la création monétaire nette est toujours négative, oui. Alors qu'en macroéconomie, de façon globale, finalement, le terme macroéconomie, elle peut être négative, mais elle peut être aussi positive. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce point particulier? Et j'aurais une petite question subsidiaire à l'issue de votre réponse. Juste une correction. En macroéconomie, elle est toujours positive. Elle est toujours positive. Sauf en crise structurelle qui dure 3 à 4 ans. D'accord. Mais revenons à la première question. C'est pour ça que j'aurais ma petite question. Au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau d'un prêt, vous faites un prêt, d'accord, de 20 000 euros, vous remboursez le capital plus les intérêts. À la fin du remboursement, d'ailleurs, c'est ce que les banquiers appellent le coût du crédit. Le coût du crédit, quand vous avez le coût du crédit, en fait, ce sont les intérêts que vous payez à la fin. Donc, évidemment, le montant payé dû aux intérêts, capital plus intérêt, sera supérieur au montant emprunté. Absolument. Si vous empruntez 20 000 euros et que vous remboursez 25 000 euros,
C'est quoi ces 5 000 € de différence? Ce sont les intérêts que vous avez payés. Et donc, évidemment, sur le plan microéconomique, la création monétaire pour un individu, pour un ménage, est négative. Alors, est-ce qu'on peut, alors là c'est une question évidemment de néophyte en la matière, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de destruction monétaire que de création pour le coup? Dans ce cas-là, oui, parce qu'en fait, on a beaucoup plus enlevé, en quelque sorte, sur les comptes bancaires des agences économiques, de la monnaie, au bout de 5 ans ou au bout de 6 ans, donc cette création monétaire nette est négative. Donc, effectivement, les comptes bancaires ont été un peu plus débités à cause des intérêts. Mais, et là je reviens à la deuxième question, sur le plan macroéconomique, quand il n'y a pas de crise grave, même quand il y a une petite croissance économique, la création monétaire est, sur le plan global est toujours positive. Toujours parce positive, qu'effectivement, comme on fait tout le temps des prêts, tous les jours, les agences économiques empruntent de l'argent, que le crédit, lui, est remboursé entre 5, 7, 10 ans, 20 ans, 25 ans pour les crédits immobiliers notamment, vous comprenez bien que la création monétaire sur le plan global, quand nous, les économistes, on appelle macroéconomique, elle est toujours positive. Sauf quand il y a des crises graves, on l'a connu d'ailleurs en Argentine ou dans d'autres pays latino-américains, la création monétaire s'effondre, donc la distribution de crédit s'effondre totalement. Et là, rapidement, il n'y a plus que les remboursements de crédit finalement. Quand les personnes peuvent les rembourser. Et donc là, évidemment, cette création monétaire au niveau macroéconomique devient négative dans des situations exceptionnelles. Alors donc ça je pense que c'était important de clarifier, hein, d'autant plus que nous traversons une période de crise sanitaire sans précédent. Oui. Hein, pour beaucoup d'entre nous, une telle crise sanitaire, c'est du jamais vu. Enfin, Oui. donc ça veut dire aussi un ralentissement de l'activité économique, ça veut dire certainement moins de prêts accordés, moins de demandes, moins d'offres, plus de prêts en remboursement. Est-ce qu'on est face là à justement une situation où il y a plus de destruction monétaire que de Non. création? Et quels sont les risques, justement? Alors, les risques, moi, je suis analyste économique. Hein. Je fais de l'analyse économique. Évidemment, personne ne peut savoir quelle sera l'intensité de la crise dans 3 mois, dans 4 mois. Puis tous les jours, il y a des changements. Hein. Un jour, on dit que c'est fini, plus ou moins fini. Puis l'autre jour, encore aujourd'hui, on disait ah ben oui, finalement, on va reconfiner presque totalement. Enfin, donc, on ne sait pas, même demain, quelle sera l'activité économique. Est-ce que cette activité économique qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'elle ne va pas encore diminuer alors qu'elle avait repris quand même, globalement? Elle avait repris, oui. Voilà. Par justement le fait que la période de confinement se soit terminée en quelque sorte. Il est possible que ça Bon. reprenne, d'ailleurs en France. Voilà. Moi, je ne ferai pas de prévision parce que là, D'accord. effectivement, c'est aller sur on va aller sur des prévisions fausses nécessairement. Par contre, non, dans la mesure où il y a des gens qui continuent à faire des prêts pour acheter des voitures, pour acheter de l'immobilier, etc. Donc, pour l'instant, en tout cas, on n'est pas dans une crise structurelle, d'une contraction du produit intérieur brut sur 2, 3, 4 ans, 5 ans. On est sur une contraction du PIB, du produit intérieur brut, donc la croissance économique, sur quelques mois. Hein, d'accord, on va dire même 6 mois, 7 mois. Mais en même temps, même dans cette période-là, dans la mesure où on est sorti quand même, pour l'instant en tout cas, du confinement, les agents économiques ont repris à peu près leurs activités normales. Mais Philippe Narassiguin, quand même, en France, en tous les cas, l'État a soutenu à travers Tout à fait. des prêts garantis par l'État pour que le soutien aux entreprises, par exemple, Tout à fait. puisse leur permettre de survivre pour traverser cette période de crise. Oui. Mais si ça n'avait pas été le cas, qu'est-ce qui se serait passé? Ben là, c'est la déflation. D'accord. C'est-à-dire l'effondrement. Alors, c'est très important parce que j'ai même écrit un petit article là-dessus sur les politiques de relance, de façon à ce que les gens comprennent l'enjeu. Heureusement qu'il y a eu à la fois soutien des banques, c'est-à-dire que les banques ont quand même fait. Les gens qui avaient des entreprises saines, les banques ont fait des crédits de trésorerie, des prêts personnels pour les individus, et l'État, avec le prêt garanti, a permis aux entreprises de passer une période mauvaise et donc d'avoir de l'argent sur le compte bancaire. Donc d'avoir de la trésorerie pour affronter la nouvelle période. Donc il n'y a pas eu effondrement de la masse monétaire dans l'économie. Mais si on n'avait pas pris toutes ces mesures, si la Banque centrale, mais ça on le verra vraiment en détail par la suite, n'était pas intervenue massivement pour encore refinancer les banques en période de crise, à ce moment-là, nous aurions eu exactement la crise de 1929, c'est-à-dire un effondrement du crédit bancaire. Parce que la crise de 29, elle est souvent mal expliquée. On dit que c'est une crise boursière. Oui, mais derrière la crise boursière, il y a eu plus grave que la crise boursière. C'est la crise du système bancaire où il y a eu effondrement du crédit.
et donc il y a effondrement du crédit, il n'y a plus d'accroissement de la masse monétaire, hein, on en parlait juste avant, il n'y a plus d'accroissement de la masse monétaire sur les comptes bancaires des agents économiques, il y a effondrement justement de la masse monétaire, donc les comptes des agents économiques sont négatifs, ou les agents économiques sont en faillite plus exactement, hein, notamment les entreprises, et à ce moment-là, il y a une contraction de la masse monétaire, et on arrive à de la déflation. Et là, c'est grave, parce que la déflation, on ne sait pas où ça peut mener. Rappelez-vous, en 1929, c'était 10-12 millions de chômeurs aux États-Unis en très peu de temps. La machine économique est repartie très lentement. Très lentement. Est-ce qu'on a observé une inflation aussi massive dans cette période-là? Parce Alors, que la déflation, il y a une déflation, donc ça c'est la période, non, il n'y a pas eu d'inflation. c'est la période de compression monétaire, oui, de la masse monétaire, il y a eu pardon. plutôt déflation. Déflation. Des grosses déflations. Alors, après, les phénomènes hyperinflationnistes, mais ça, on y reviendra justement dans la deuxième question. Les phénomènes hyperinflationnistes, c'est quand l'État, les banques centrales font des avances considérables au Trésor public, donc à l'État. Et là, la masse monétaire explose, et comme il n'y a pas assez de biens, ben, les prix montent, et donc là, on tombe quasiment dans les hyperinflations allemandes des années 30. Des années 30. Alors, Philippe Narassiguin, bon, cette question est importante, on l'a vu, là c'est quand même la science économique qui a permis de prendre finalement, d'éclairer les choix politiques, et notamment le fait d'accorder ces prêts en période de crise pour éviter une compression de cette masse monétaire qui aurait conduit à une situation déflationniste gravissime. On a par contre, est-ce qu'on pourrait dire finalement est-ce qu'on pourrait dire qu'on a fait tourner on disait ça dans le temps, hein, faire tourner la planche à billets. Est-ce qu'on peut dire qu'on a fait tourner la planche à billets, ou est-ce que c'est autre chose de faire tourner la planche à billets? La planche à billets, c'est quoi justement cette affaire de planche à billets, de déficit public, de déficit budgétaire, de dette publique? On va clarifier les choses très rapidement. Donc là, c'est la deuxième partie, si vous voulez, c'est votre deuxième question, de grande question, c'est cette affaire de planche à billets. Il faut savoir quel est le rôle du Trésor public. Le rôle du Trésor public est de collecter des impôts et de dépenser de l'argent par la suite. Or, les dépenses sont régulières, on va dire quasiment quotidiennes, parce que l'État, c'est une grosse machine, c'est une grosse entreprise, si je puis dire, qui a des charges journalières, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, etc. Alors que, jusqu'à présent en tout cas, la collecte de l'impôt, même avec la mensualisation, la collecte de l'impôt se fait à des périodes, disons, espacées dans le temps. Et donc, il y a toujours un décalage entre, d'une part, les dépenses, attendez, là je vais mettre ça en noir, les dépenses, qui se font, elles, régulièrement, même quotidiennement pour certaines d'entre elles, et puis les recettes, qui sont tout simplement les impôts collectés par l'État. Or, les dépenses ont très souvent dépassé, étaient plus importantes que les recettes. Et que faisait la Banque de France à l'époque, comme beaucoup de banques centrales en Europe avant la signature du traité de Maastricht? La Banque de France faisait une avance au Trésor public. C'est exactement, pour nous, les ménages ou les entreprises. Notre salaire, il est payé comment? Pour nous, les ménages, il est payé mensuellement. Nos dépenses sont quotidiennes. Aller faire de l'essence, aller acheter de la nourriture, aller au cinéma, enfin, peu importe ce que nous faisons. Et donc, vous voyez qu'il y a toujours un décalage entre nos recettes qui sont mensuelles à travers les salaires ou même les revenus fonciers pour les gens qui touchent les loyers, et puis des dépenses qui, elles, sont quotidiennes. Qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que ménage ou entreprise? Nous allons à nos banques négocier un découvert bancaire. Et ça, cette avance au Trésor public, je le mets en vert, c'était le fameux découvert bancaire que la Banque de France accordait, donc institution publique, la Banque de France, va accorder à une autre institution publique qui n'est pas un agent financier. La Banque de France, c'est un agent financier, bien sûr. Le Trésor public, c'est la personnification financière de l'État, accorde un découvert au Trésor public. Ce découvert bancaire, comme tout découvert, il était par la suite remboursé quand les recettes arrivaient au fur et à mesure
Parce qu'évidemment, les taxes foncières, par exemple, sont payées une fois par an, les taxes d'habitation, pareil, une fois par an, etc. Okay. Donc, on est sur du crédit court terme, là. Du crédit court terme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 1992, le traité de Maastricht va interdire ces avances. Moi, je trouve que c'était de la bonne gestion. Et je vais donner, bon, je sais que je ne suis pas là pour donner mon avis personnel, mais j'ai... Qu'est-ce qui était de la bonne gestion? D'interdire les avances ou d'autoriser les avances? D'autoriser les avances, d'accord. Et pourquoi j'ai beaucoup travaillé sur ces questions? Parce qu'il y a des questions qui sont posées aussi en économie monétaire internationale, mais ce n'est pas un cours d'économie monétaire internationale. Moi, à l'origine, je suis spécialisé en économie monétaire internationale, et puis après, je suis venu à tout ce qui était monnaie et banque par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Le traité de Maastricht va l'interdire. Or, ces avances étaient d'abord peu importantes, 50 milliards de francs à l'époque, plafonnées, sous contrôle parlementaire. C'est-à-dire que le Parlement intervenait en disant non, là il y a trop d'avance. Parce que s'il y a trop d'avance, il peut y avoir inflation, comme ça s'est passé par exemple en Allemagne avec l'hyperinflation allemande. Quand on fait, et c'est cette avance-là en fait qu'on appelle faire tourner la planche à billets. Parce qu'effectivement, au 19e siècle, au siècle de Napoléon, c'était au 19e, parce que Napoléon a fait la Banque de France en 1800, 1er janvier 1800, création de la Banque de France. Donc les gens, les gouvernements abusaient en quelque sorte pour calmer tout le monde. On émettait beaucoup plus de billets que la production. D'accord ? Si vous aviez, par exemple, 10 milliards de production 10 milliards, production de biens et services dans un pays, 10 milliards. Et si vous faites tourner la planche à billets, par exemple, si la planche à billets, si les billets, je vais prendre le langage de l'époque. À l'époque, il n'y a pas la monnaie scripturale, les comptes bancaires. À l'époque, il y avait des billets. Si tout d'un coup, vous augmentez la masse monétaire à 30 milliards, vous comprendrez bien que les gens vont se précipiter pour acheter. Sans contrepartie. Sans contrepartie pour acheter des biens. Et puis alors, que vont faire les commerçants, etc. Mais ils vont tripler les prix. Donc vous aviez des phénomènes hyperinflationnistes qui amenaient d'ailleurs à des régimes autoritaires. Oui, c'est-à-dire ça vous le rappelez à chaque fois. C'est-à-dire que le risque, c'est ensuite et même au le choc Moyen-Âge, politique. etc., les princes, les comtes, les ducs étaient même assassinés par les phénomènes d'hyperinflation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé ces avances qui étaient vraiment bien calculées, si je puis dire, par rapport vraiment au réel, par rapport aux impôts que nous collections en France et dans d'autres pays européens. Pourquoi je dis que c'est malheureux, mais ça, dans un débat économique justement, parce que moi je n'ai même pas fait des débats économiques, parce que les débats économiques, quand on fait des débats grand public, il y a des slogans qui fusent de partout et on ne peut pas discuter correctement. Mais si un jour vous me posez la question, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et pourquoi je suis contre? Parce qu'entre-temps, il n'y a plus de contrôle parlementaire, mais quand on a signé le traité de Maastricht, rappelez-vous, il y avait deux critères. Il y avait le critère de déficit public, pas plus de 3% du PIB, et le critère de dette publique, pas plus de 60% du PIB, produit intérieur brut. Dette publique, donc, sur PIB. Aujourd'hui, on est à 120% en France. Alors, on respecte donc ça veut dire que comme il n'y a pas eu de contrôle parlementaire, il y a eu, non pas, comment vous dites, la planche à billets, mais la planche à dette publique. On a fait tourner la planche à dette publique, si je puis dire. Pour les gens qui nous écoutent, c'est dramatique. C'est-à-dire que comme il n'y a pas eu de contrôle par le Parlement, et nous avons violé, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Grèce, les pays d'Europe du Sud, nous avons totalement violé les traités que nous avions nous-mêmes signés. Oui, 60%, c'est pas 100%. On est et c'est pas 120%. Et c'est pas 120%. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est grave. Pourquoi? Parce que c'est de la mauvaise dette. La mauvaise dette, elle finance non pas les infrastructures d'avenir, les universités, les écoles, la recherche, les hôpitaux. La mauvaise dette finance quoi? Finance le fonctionnement de l'État. Peut-être des retraites, etc. Et donc là, il y a problème parce qu'on ne crée plus de richesse. Ne créant plus de richesse réelle, on est contraint finalement à faire de la dette sur de la dette et faire de la dette pour rembourser même la dette que nous avions auparavant. D'accord? Donc, je dis danger, on n'est pas dans la planche à billets. La planche à billets, c'était tout à fait quelque chose de très raisonnable, c'était des avances, c'était des couverts bancaires plafonnés. Oui, parce que finalement, alors justement, je vais vous poser la question suivante. Finalement, revenons sur cette dette. Critère de Maastricht, 60%. On est aujourd'hui à 100 ou 120%. Enfin, c'est considérable. Avec le COVID, est-ce qu'on est là sur de la création monétaire? Est-ce qu'on va revenir sur le débat de fond? Et est-ce que finalement, parce que les États remboursent leurs dettes tous les ans avec des intérêts, c'est-à-dire qu'au final, supposons que par exemple cette dette, on finisse par la rembourser
sur le long terme complètement, c'est-à-dire qu'on descende à 0% de dette, eh bien, on aura quand même payé, on aura créé, et donc l'approche macroéconomique dont on parlait tout à l'heure, avec les intérêts générés, une restriction monétaire bien supérieure à la dette, à la création monétaire initiale. Alors pour Est-ce que l'instant, est-ce que c'est bien ça? C'est oui, une mais question. sauf que pour l'instant, si on parle le cas de la France ou d'autres pays, on s'en est un peu tiré comment? Entre guillemets, on a échappé à la faillite comment? Pour l'instant, on a prélevé sur les classes moyennes. Les États, en France, on a augmenté les impôts massivement sur les classes moyennes, aisées, aisées supérieures, les 3 types de classes moyennes qu'il y a. Enfin, je ne vais pas développer ça, Oui. mais les 3 types de classes moyennes qu'il y a en France. Donc, effectivement, la pression fiscale, maintenant, elle repose sur un petit nombre d'individus. Et donc, l'État, c'est là où, moi, je ne suis pas contre la dette publique. Si la dette publique crée de la croissance économique, pas de problème. Oui, mais là, s'endetter pour faire. Vous prenez cet exemple d'ailleurs Hein. dans le cours, par exemple, des infrastructures autoroutières, c'est très bien parce que ça va générer Ou des ou des ports ports, pour faire etc. le commerce international, etc. Donc, Tout à fait. si vous voulez, là, ça crée du business par la suite. Par la suite, Ça c'est un crée du chiffre d'affaires, investissement. ça crée C'est une bonne dette. Ça, c'est ce que vous appelez une crée de bonne dette. l'activité économique, c'est de D'accord. la bonne dette publique. D'accord. Bonne dette Là, ça fait publique. très longtemps en France qu'on a substitué en quelque sorte l'avance, la fameuse planche à billets, c'est la planche à dette publique. Hein. Si vous me permettez l'expression, elle est de moi. Oui, oui, personne justement, ne c'est l'a- original. Hein, j'avais jamais entendu parler de cette expression de planche à Oui, mais dette publique. Mais alors, pour le coup, je l'ai inventé là juste pour que ce soit vraiment bien clair, parce que tout le temps on dit planche à billets. Mais là, je sais qu'on a fait pire, c'est la planche à dette publique, la parce que planche à dette justement, publique. on a violé. Vous savez qu'il n'y a que les États qui peuvent violer les lois. Nous ne pouvons pas violer la loi. Non, bien sûr. Nous, l'État, en tout cas, nous, en France, on a violé Mais les c'est-à-dire que lois. ces traités, il y a une signer, marge. Mais en fait, Voilà. pour bien comprendre, lorsqu'on signe un traité comme le traité de Maastricht, les États s'engagent. Ah oui. Mais s'engagent, finalement, c'est un engagement qui est pas contraignant, finalement, c'est- pas coercitif. C'est toute la différence qu'il y a entre les pays d'Europe du Nord qui nous en veulent beaucoup et Oui, les pays d'Europe du Sud qui n'ont pas tenu leurs engagements. voilà. Et donc, il fallait dire, alors justement, on se pose la question, est-ce qu'il fallait sortir de l'euro ou pas de l'euro? Alors c'est le grand débat entre les pays d'Europe du Nord et d'Europe du Sud. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce qui est de plus incroyable, c'est que les pays qui ne sont pas rentrés dans la zone euro, la Tchéquie, la Norvège, la Suède, etc., tous les pays, la Suisse, ont une dette publique, mais vraiment très faible. Et ils sont des pays extrêmement bien gérés, Donc, finalement, alors qu'ils n'ont pas signé de traité. ils n'ont pas signé de traité, mais une bonne santé, finalement, de ce point de vue-là, un endettement 20%, acceptable. 25% du PIB, Très bien. 30% ou 30 ou Alors, 40. Philippe Narassiguin, le temps passe, hein, Oui. il est déjà 15h45 et nous avons... Est-ce qu'on a fait le tour de cette question de la destruction de la planche à billets? Je pense que c'était clair. Si c'est clair pour vous, parce que vous Oui, êtes un petit peu moins. voilà, pas pour tous les cas, pour moi, ça a été clair. Si ce n'était pas clair pour des personnes qui nous suivent à distance, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de poser des questions. Je vais vous relayer donc là des questions aussi qui émanent des forums. Et puis ensuite, dans quelques minutes, nous prendrons les questions. Nous avons déjà une question qui a été posée par les participants. Donc, je vous poserai cette question-là aussi. Première chose sur les forums, 2 questions. Là, on change, hein, on bascule sur d'autres Sur du sujets, direct, on va sur du dire. direct. Voilà, on va passer sur des questions-réponses. J'ai une question là, par exemple. Pourquoi l'épargne diminue et pourquoi les États-Unis ont un faible taux d'épargne? Alors, ça, c'est le grand problème du comportement des agents économiques pays par pays. Nous, en France, on a une tradition d'épargnants, hein, le bas de laine des Français. Donc, les Français épargnent. En plus, en quelque sorte, c'est quasiment obligé parce que nous avons un chômage de masse que les États-Unis n'ont pas. Et finalement, au fond, ce comportement historique de la part des Français, ce comportement qui a toujours été là, le fameux bas de laine des Français, il a été en quelque sorte complété par la crise économique en France qui dure depuis très longtemps. Donc les gens se disent peut-être que demain je peux être au chômage, je peux perdre mon emploi, mon conjoint, et donc épargnons beaucoup plus. Donc nous avons un taux d'épargne. Le taux d'épargne, je rappelle, au niveau macroéconomique, au niveau global, c'est le rapport entre l'épargne totale dans un pays et le produit intérieur brut. Nous avons un taux d'épargne important de l'ordre de 15% en France. Bon. Aux États-Unis, je crois que c'est 4% par exemple. Alors les États-Unis, eux, oui. évidemment, ils ont toujours été en plein emploi, parce que les règles ne sont pas les mêmes. Tout le monde doit travailler, tout le monde bosse, etc. Et il y a aussi ce comportement de prise de risque anglo-saxon
On le sait parce que historiquement, Un autre rapport à l'activité. Oui. un autre rapport à l'activité, un autre rapport au crédit bancaire, ce sont eux justement qui ont fait exploser, dans le bon sens, hein, la concurrence bancaire au XIXe siècle en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, le système bancaire est très déconcentré, c'est avec une concurrence très importante sur le marché bancaire. Donc les gens sont incités à faire beaucoup de crédits. Et c'est vrai que comme tout le monde travaille, ben, évidemment, ils n'ont pas le risque chômage de dire voilà, demain je serai au chômage est quand même beaucoup plus faible. Oui. Parce que c'est une machine, ce qu'on appelle en anglais la job machine américaine, quoi, la machine à créer des jobs. Quoi. Mais finalement, Donc les comportements d'épargne sont différents d'un pays à l'autre. D'un pays à l'autre. Mais Voilà. bon, on peut comprendre hein, qu'il puisse y avoir un besoin de sécurité hein, par rapport à une perception, une confiance dans une dynamique économique. Mais en quoi est-ce un problème qui est cette épargne qui augmente, par exemple, en ce moment avec la crise Covid en France, l'épargne augmente. En quoi est-ce un problème? En tout cas, macroéconomiquement, non. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'elle augmente parce que franchement, gagner un point d'épargne, passer de 15% à 16%, il faut attendre un an vraiment pour voir si on a plus épargné ou au contraire, peut-être qu'on a un peu désépargné. Mais la structure de 14-15%, 14-16% restera. Donc on n'épargne pas plus, là. C'est vrai qu'on entend parler Non, de... Non, et c'est puis pas... d'après ce que j'ai compris, les personnes qui posent des questions, ils n'ont pas précisé le pays dans lequel on est. Donc Oui, moi, je suis oui, obligé de répondre sur des comportements d'épargne qui varient de pays en pays, pour des raisons culturelles, on l'a vu, mais pour aussi des raisons où il y a des pays qui acceptent plus la prise de risque et qui ont moins de chômage. C'est ça, donc il y a une grande dimension aussi culturelle et de rapport à la prise de risque. Deuxième question, Philippe Narassiguin. Comment se détermine la valeur d'une monnaie? Alors, la valeur d'une monnaie, c'est quoi? C'est d'abord ne pas avoir d'inflation, avoir la stabilité du pouvoir d'achat. Si notre pouvoir d'achat il est stable au niveau interne, évidemment, la monnaie ne se déprécie pas et cette monnaie, elle est crédible. Tout le monde en veut finalement. On ne va pas chasser une monnaie pour en avoir une autre. Rappelez-vous, on en a parlé, dans certains pays, on a même éliminé la monnaie nationale au profit de monnaies étrangères, qui sont devenues des monnaies nationales. Bon, ça c'est la première condition, c'est une condition interne. Et puis il y a la valeur d'une monnaie sur le plan international, qui est donnée par son cours sur le marché d'échange. Quand un pays est très compétitif, quand la balance commerciale, balance des biens commerciaux et des services est structurellement excédentaire, la valeur de la monnaie de ce pays augmente. C'est pour ça que dans les années avant l'euro, par exemple, les Allemands ont toujours eu une monnaie forte. Parce qu'ils étaient toujours très compétitifs, ils le sont encore aujourd'hui, bien sûr. Ils ont une machine industrielle importante. Et la valeur du mark était toujours au plus haut sur le marché d'échange, par rapport à des monnaies faibles, la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, etc. Donc il y a deux critères, pour ceux qui m'écoutent, notez bien les deux critères. La valeur d'une monnaie, le critère interne, c'est l'absence d'inflation. L'inflation, c'est une inflation à 1% ou à 1,5%, c'est vraiment une très très faible inflation. Très faible inflation. Donc, stabilité du pouvoir d'achat des agences économiques. Deuxième critère, critère international, la valeur d'une monnaie sur le marché d'échange, elle se détermine, bien sûr, parce que les personnes en demandent. Et pourquoi ces personnes en demandent? Pourquoi les agents économiques en demandent? Parce que le pays est crédible au niveau donc de sa compétitivité, pour résumer les choses, et donc que sa balance des biens et services est structurellement excédentaire. Et donc cette monnaie, bien sûr, c'est une monnaie solide, forte, comme l'était le Deutsche Mark ou d'autres pays. D'ailleurs, par exemple, le franc suisse est une monnaie forte. Même si c'est un petit pays, c'est une monnaie très forte. Très bien. Donc il y a un rapport finalement, si on récapitule tout ce que l'on a dit, entre la création monétaire, qui est positive d'un point de vue macroéconomique, qui est liée à la balance commerciale, les balances des services, etc., les importations, les exportations. Et puis cette notion de croissance va conditionner donc cette notion de croissance va être aussi, on peut la mettre en relation avec le taux de change, enfin la valeur de la monnaie. Est-ce qu'on peut faire un lien entre tout ça? Juste un petit. Parce que j'ai fait un résumé là, j'ai peut-être fait un résumé un peu trop rapide. Un peu trop rapide, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien distinguer les facteurs internes de la croissance. Il y a l'activité économique interne, qui ne peut pas tout, bien sûr, et l'activité économique externe. Quand vous avez une bonne activité économique interne, parce que les gens produisent, les gens investissent, les personnes, les individus, les ménages, les entreprises font des profits, et dans les pays où les charges, les impôts sont beaucoup moins importantes que les nôtres, même l'Italie du Nord est très développée au niveau industriel. Oui. Donc à ce moment-là, il y a une dynamique de croissance interne déjà. Si en plus, cette dynamique de croissance interne est relayée
par une dynamique de croissance externe due justement à des exportations compétitives, à une balance des biens et des services structurellement excédentaire, que je dis, notez bien, quand vous parlez, quand vous allez passer des examens ou des concours, quand on dit structurel, c'est 2, 3, 4 ans minimum. Hein, structurel, ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas 2 mois. Oui, Hein, c'est ça. c'est Ça plusieurs dans la années durée. qui montrent vraiment la force d'un pays, la compétitivité d'un pays. Et donc, cette activité du pays à l'international, elle est positive. Et il y a un taux de croissance économique qui est généré justement par le commerce international, Très bien. hein, qui s'ajoute au taux de croissance économique interne, tiré bien sûr par l'activité économique interne. Ça va? Oui, Voilà. absolument, Philippe. Alors, le temps passe vite, hein, c'est tellement passionnant qu'on pourrait y passer l'après-midi, hein, comme on l'avait dit la fois dernière aussi, à chaque fois. Donc, on est à 5 minutes de la fin de ce webinaire. 2 questions qui sont posées donc, par les participants qui nous suivent actuellement en direct sur Facebook et sur, sur le webinaire Zoom. Première question, vu l'importance des crédits aujourd'hui dans un pays imaginaire autosuffisant qui ne ferait ni crédit ni échange économique, quelles seraient les conséquences? Autrement dit, sans les modes de création monétaire, quelles seraient les conséquences pour un pays? Je ne sais Ben, pas si c'est clair la question. elle est, bon, au-delà de la, enfin, là évidemment, la question n'est pas Mais formulée un comme. pays imaginaire, hein, c'est un pays Ben, imaginaire, ben, c'est simple, autosuffisant. ces pays imaginaires, ils ont malheureusement, enfin heureusement, existé. Oui, Les pays de l'Est, l'Union soviétique, c'était des pays où il n'y a pas il y a pas de concurrence, il n'y a pas de marché, oui. il n'y a pas le système bancaire finalement, ben, il ne faisait qu'accompagner la production, pas de prise de risque. Et puis on a vu que ces pays sont sortis très rapidement de ce schéma-là, enfin très rapidement, ça a pris quand même 70 ans. Ils sont sortis de ce schéma pour évidemment avoir un système bancaire dynamique. Mais je n'ai pas très bien compris la question. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? J'ai déjà répondu à la question. Quand on parle des pays émergents ou des pays en développement, il faut savoir que la croissance économique de ces pays n'aurait pas été la même s'il n'y avait pas eu entre-temps la bancarisation des agences économiques. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi le mot bancarisation? Ça veut dire que de plus en plus d'entreprises et de ménages dans ces pays, j'ai même cité le Kenya par exemple, ben, dans tous ces pays, ont des comptes en banque, ont ouvert des comptes en banque. Quelle est la révolution, la grande révolution entre 1980 et 2020 pour ces pays? C'est la bancarisation. Mais ça, vous l'avez expliqué hein, longuement hein, dans les premières parties. Alors moi, je demande aux personnes donc, de revoir les webinaires précédents, parce que les webinaires précédents, c'est toujours une valeur ajoutée par rapport au cours, par rapport aux réponses qu'il y a sur les forums, parce que là, ce sont des réponses écrites, et par rapport à ce que l'on fait. Donc, considérez les webinaires quasiment comme des cours supplémentaires. Des cours supplémentaires. Voilà. La question est intéressante, hein, et merci à la personne qui l'a posée. Ce pays imaginaire dans lequel on ne fait pas de crédit, dans lequel il n'y a pas d'échange économique, ben, il n'y a pas d'activité. Mais il n'y a pas d'activité. S'il n'y a pas d'échange économique, il n'y a pas d'activité. C'est justement ce que je vous disais, les pays à économie, ce qu'on appelait de façon soft les pays à économie planifiée. D'accord, donc ça, il y a peu d'activités c'est difficile, oui, mais il y a peu d'activités planifiées, mais il y avait quand même des systèmes de les prêts, gens ils faisaient la queue pendant 2 heures, 3 heures au marché pour avoir des produits. De toute façon, ça a évolué depuis. Et justement, ils ont changé de système économique pour avoir justement de vrais échanges, une vraie activité, une production réelle. Voilà. Alors, autre et dernière question pour ce webinaire. La dernière question, et encore merci à la personne qui l'a posée aussi. L'inflation peut-elle avoir un impact favorable sur les crédits moyen et long terme? Ah oui, pour l'emprunteur, oui, parce que la valeur des remboursements se déprécie, bien évidemment. Bah ça, on a connu ça on a dans connu les années 70. Tout à fait. Les États aussi peuvent jouer de ça, justement, comme ils lancent des emprunts par le Trésor public. Ben, la valeur de remboursement des bons du Trésor se déprécie si l'inflation est à 10% ou même plus, bien naturellement. Donc l'inflation est favorable, bien sûr, à ceux qui empruntent de l'argent de façon générale. Sachant que on a connu hein, cette période où les taux d'intérêt étaient très élevés, 13, mais finalement c'était pas vraiment problématique vu que l'inflation était élevée aussi. L'inflation était élevée, tout à fait. Mais c'était avant les fameux traités dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, Philippe Narassiguin, voilà, nous voilà arrivés au terme de ce webinaire, ce 4e webinaire consacré à la création monétaire. Très actif. Très actif, très passionnant. Merci à tous les participants, merci pour vos contributions à la fois de façon asynchrone sur le cours via les forums et puis les questions que vous avez pu poser. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour finir, Philippe, je vous laisse le mot de la fin comme d'habitude, pour conclure cette partie sur la création monétaire. Je vais conclure sur un aspect pédagogique. Quand vous faites de l'économie,
essayez de visualiser les choses, comme je le fais là avec vous, Christophe. Essayez de transformer tout ce qui est abstrait à travers des exemples concrets. Et c'est comme ça que vous allez progresser en sciences économiques. J'ai parlé aussi des séquences. Moi, je développe beaucoup des séquences en économie, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite dans la compréhension de l'économie et pour les personnes qui veulent passer des examens, des concours. Donc pour moi, le mot de la fin sera plutôt de type pédagogique en disant, dès que vous avez un terme abstrait, transformez ce terme ou essayez de comprendre comment ça se passe concrètement dans la réalité économique, comme nous avons fait sur un thème qui est en principe très abstrait en France, dans les manuels d'économie, la création monétaire c'est très abstrait, nous avons rendu les choses tout à fait concrètes. Et heureusement que vous êtes là, Christophe, c'est le dernier mot de la fin, vraiment le dernier, parce que vous n'êtes pas économiste, c'est la deuxième fois que je le dis, et puis vous n'hésitez pas à me poser des questions en disant il faut tout transformer, je l'ai fait en cours, mais je le refais en webinaire pour que les gens comprennent les choses pratiques qui apparemment sont compliquées. Quand on dit création monétaire, un terme très mystérieux, ésotérique, et puis on comprend finalement que c'est assez simple quand on donne des exemples, tout simplement. Eh bien, Philippe Narassiguin, merci beaucoup. Merci à l'ensemble des participantes et des participants qui sont actuellement en direct et aussi, bien évidemment, aux personnes qui suivent ce cours et nos webinaires qui sont mis à votre disposition sur la plateforme de formation, mais aussi sur Facebook, sur YouTube. Donc, vous pouvez la retrouver à différents endroits. La partie 5 qui ouvrira dès demain sera consacrée aux institutions financières en France et dans la zone euro. On abordera les aspects historiques et juridiques. Voilà donc une semaine qui sera encore une fois très passionnante. Eh bien Philippe, je vous propose de clore ce webinaire et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Christophe. Très bonne journée à toutes et tous.